Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal francophone. Je suis Hasmi Karakelian. Voici les titres de ce journal. Sommet pour la paix à Washington, rumeur d'un accord imminent sous l'égide de Donald Trump. Le procès de la honte à Bakou, le calvaire des prisonniers arméniennes révélé en images. Les accords d'Abraham, comment l'Azerbaïdjan se rapproche d'Israël avec l'Arménie en ligne de mire. On commence avec cette information de dernière minute qui pourrait marquer un tournant dans le Caucase. Selon le média Medilistaï, qui cite des sources régionales, l'Azerbaïdjan et l'Arménie s'apprêteraient à signer un mémorandum d'entente dès ce vendredi à Washington, s'engageant ainsi à poursuivre l'instauration de la paix. La rumeur d'un sommet à la Maison-Blanche se précise, même si aucune confirmation officielle n'est encore tombée. Alex Raouforlou, le journaliste azerbaïdjanais accrédité au département d'État, qui a le premier lancé cette alerte, a publié de nouvelles précisions ce matin sur son compte X. Selon lui, Donald Trump s'entretiendrait d'abord séparément avec le premier ministre arménien et le président azerbaïdjanais avant que les trois hommes ne fassent une déclaration commune. Je le répète, cette information n'est à ce stade qu'une rumeur qui est cependant renforcée par une tribune publiée dans le prestigieux Wall Street Journal. Le sénateur républicain Steve Daines y affirme que, je cite, « Le président Trump est au seuil d'un accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ». Il ajoute que pour la paix et la stabilité de la région et du monde, les dirigeants des deux pays doivent finaliser sa signature sans délai. Le cabinet du Premier ministre arménien a déclaré qu'il ne pouvait ni confirmer ni démentir à ce stade les informations circulant dans les médias et sur les réseaux sociaux. Le processus de paix arméno-azerbaïdjanais était également au cœur d'un entretien téléphonique entre le secrétaire d'État américain Marco Rubio et le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Selon les communiqués, les deux hommes ont souligné l'importance de trouver des voies pour assurer la paix entre les deux pays. Ils ont également discuté des perspectives d'élargir la coopération entre les domaines de l'économie, de l'énergie et des hautes technologies. Tournant stratégique à Gaza, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou aurait décidé de lancer une occupation totale de la bande de Gaza et d'étendre les opérations militaires dans la région. Selon les médias locaux, le chef d'état-major de l'armée israélienne devra se plier à cette décision ou démissionner. Cela impliquerait une nouvelle stratégie d'intervention dans des zones densément peuplées, y compris les camps de réfugiés. Ce lundi, au moins 63 Palestiniens ont été tués dans des frappes israéliennes, dont certains attendaient de l'aide humanitaire. À ce bilan s'ajoutent 5 nouvelles victimes de la faim, portant le nombre total de morts par inanition à 180, dont 23 enfants. Selon l'ONU, 28 personnes meurent de faim chaque jour à Gaza. Le Pakistan a repris l'expulsion forcée de 1,4 million de réfugiés afghans. Leur titre de séjour ayant expiré, ils n'ont plus de statut légal dans le pays. Cette décision suscite la vive inquiétude de l'ONU qui crée une déstabilisation de l'Afghanistan dirigée par les talibans depuis 2021. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a critiqué ces actions, appelant le Pakistan à adopter une approche plus humaine. Cette vague d'expulsion intervient alors que l'Iran a récemment expulsé 1,5 million d'Afghans après la guerre de 12 jours avec Israël. Les Pays-Bas sont devenus le premier membre de l'OTAN à débloquer 500 millions d'euros pour fournir à l'Ukraine des armes américaines, notamment des missiles Patriot. Cette initiative, saluée par l'OTAN et Kiev, répond à un nouveau mécanisme proposé par Donald Trump et vise à renforcer la défense aérienne de l'Ukraine. Le Premier ministre néerlandais Dick Schoof a déclaré que cet armement aiderait l'Ukraine à se battre non seulement pour sa liberté, mais pour celle de toute l'Europe. L'ultimatum de Donald Trump arrive à échéance. Son émissaire spécial Steve Witkoff est attendu à Moscou pour négocier un traité de paix, sous la menace de nouvelles sanctions si aucun accord n'est trouvé d'ici vendredi. Le Kremlin se dit prêt à discuter, mais sur le terrain, les attaques russes contre l'Ukraine se poursuivent. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle les États-Unis à accélérer les sanctions pour protéger son peuple. Il a proposé une rencontre personnelle avec Poutine, une offre rejetée par le Kremlin qui estime que les préparatifs ne sont pas terminés.
Au Brésil, la justice resserre l'étau autour de l'ex-président Jair Bolsonaro. Accusé d'avoir tenté une organisation d'un coup d'État après sa défaite électorale en 2022, la Cour suprême a ordonné son placement en résidence surveillée. Cette décision fait suite à un rassemblement dimanche où Bolsonaro, bien qu'interdit d'utiliser les réseaux sociaux, a arrodi ses partisans via le haut-parleur du téléphone de son fils. Ses avocats l'ont annoncé qu'il ferait appel de la décision. David Genjoyan, Reopen Media. Le procès que de nombreux observateurs qualifient de truqué contre l'ancienne direction militaro-politique du Haut-Karabakh se poursuit à Bakou. Une nouvelle audience s'est tenue ce 4 août en présence des accusés, de leurs avocats et de ce que la Cour présente comme des victimes. Notre agence de presse a fait le choix de ne pas couvrir les détails et le contenu de ce procès, car nous considérons que les accusations sont entièrement fabriquées et ne correspondent pas à la réalité, car derrière cette façade judiciaire se cache une réalité bien plus sombre. Il s'agit d'une vengeance personnelle du président Ilham Aliyev contre les dirigeants qui, pendant 31 ans, ont gouverné l'Artsakh en tant que république indépendante. Ils sont aujourd'hui jugés non pas pour des crimes, mais parce qu'ils sont arméniens. Selon les données officielles, il y a actuellement 23 prisonniers arméniens dans les geôles de Bakou. Dans ce contexte, ce procès offre une seule et terrible lueur d'espoir, si l'on peut employer ce terme. C'est que les photos et les vidéos qui en émanent sont la seule occasion que nous ayons de voir les prisonniers. Et leur apparence physique suffit à elle seule pour deviner les tortures et les sévices qu'ils endurent. Pendant ce temps, sur le front diplomatique, le président arménien Vahagan Khachaturian s'est entretenu avec le vice-président iranien Mohammad Reza Aref. La rencontre a eu lieu au Turkménistan en marge d'un sommet des pays sans accès à la mer. S'engager sans signer, c'est la nouvelle posture de l'Azerbaïdjan qui se met sur la voie des accords d'Abraham, sans pour autant y adhérer officiellement. Une déclaration forte de son ambassadeur en Grande-Bretagne qui confirme le rapprochement stratégique avec Israël. Mais au-delà de la façade, quels sont les véritables enjeux? Pour comprendre, il faut revenir à la genèse de ces accords sous la première présidence de Donald Trump. L'idée était de convaincre, de contraindre, d'inciter les grandes nations arabes, l'Arabie saoudite en tête, de normaliser leurs relations avec Israël en échange de larges opportunités économiques. Mais avec la guerre à Gaza, ce plan a échoué. Riyad a refusé net, défendant la cause palestinienne. Alors l'administration américaine a changé de stratégie et a élargi le périmètre des accords. Des pays arabes, on est passé aux pays musulmans non arabes, comme l'Azerbaïdjan. Et le sens des accords a changé lui aussi. Pour ces pays, il s'agit moins de normalisation politique que d'un levier pour obtenir des avantages concrets. Car les accords d'Abraham sont aussi et surtout une histoire de cadeaux. Quand le Soudan a signé, il a été retiré de la liste des États finançant le terrorisme. Quand le Maroc a adhéré, les États-Unis ont reconnu sa souveraineté sur le Sahara occidental. Et c'est précisément là que l'Arménie entre en jeu. Car, selon l'agence Reuters, l'absence d'un traité de paix avec Yerevan est aujourd'hui le principal obstacle qui empêche Bakou d'adhérer pleinement aux accords d'Abraham. La Maison-Blanche en ferait même une condition préalable. En clair, Donald Trump, qui se vante de pouvoir accomplir un miracle dans le Caucase, pourrait utiliser ce fameux cadeau comme le levier ultime. Le message à Ilham Aliyev serait simple. Signez un document de paix avec l'Arménie et vous aurez ces accès aux avantages des accords d'Abraham. Alors, quels pourraient être ces cadeaux? Et l'Arménie risque-t-elle de se retrouver au cœur d'un marchandage qui la dépasse? L'Azerbaïdjan, bien qu'il n'adhère pas officiellement aux accords d'Abraham, se considère sur la même voie que celle de la normalisation des relations avec Israël. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur d'Azerbaïdjan au Royaume-Uni selon Reuters, soulignant l'approfondissement du partenariat stratégique avec Tel Aviv. Car il faut le dire, l'adhésion à ces accords n'est rarement un simple geste de bonne volonté et s'accompagne souvent de contreparties très concrètes.
Il est important de noter que l'adhésion à de tels accords n'est pas seulement une manifestation de bonne volonté. Une preuve éclatante en est la réponse à l'adhésion du Maroc en 2020. Les États-Unis ont reconnu sa souveraineté sur le territoire disputé du Sahara occidental. Dans le cas du Soudan, après son adhésion en 2021, les États-Unis l'ont retiré de la liste des États soutenant le terrorisme et lui ont fourni une aide financière pour régler ses dettes auprès de la Banque mondiale. On peut en conclure que les États-Unis utilisent des leviers à la fois politiques et économiques pour tenter d'apporter une solution à ce problème qui remonte à des siècles. Les pays qui ont rejoint les accords d'Abraham, au-delà de leur soutien affiché à la question palestinienne, sont donc guidés par leurs propres intérêts politiques et économiques. C'est ce qui explique les pourparlers avec d'autres pays, même si les obstacles restent majeurs. Chaque État a, bien sûr, des intérêts à la fois politiques et économiques. Rejoindre cet accord n'est pas qu'une question de bonne volonté. Concernant les pays arabes, je peux dire que les États-Unis ont toujours essayé d'inclure l'Arabie saoudite et, depuis 2025, également la Syrie. Cependant, on ne peut pas supposer que ce processus sera couronné de succès, car la première condition posée par les pays arabes est la reconnaissance d'un État palestinien, ce à quoi Israël s'oppose toujours. Le nom même des accords n'a pas été choisi au hasard. Les experts y voient plusieurs messages forts, adressés à la région et à la communauté internationale. Abraham, selon la Bible, est le père d'Isaac et d'Ismaël, l'ancêtre commun des peuples juifs et arabes. Je pense qu'il est très important de s'attarder à l'origine du nom. Pourquoi Abraham? À mon avis, on peut l'expliquer par deux approches, subjective et objective. D'un point de vue objectif, cela montre l'appartenance des deux religions au groupe des religions abrahamiques. D'un point de vue subjectif, on peut l'expliquer par la tentative, au niveau symbolique, de souligner l'importance et la nécessité pour les parties de s'asseoir à une table commune. Ainsi, les accords d'Abraham, bien que présentés comme un outil de paix et de coopération, servent principalement les intérêts étroits des pays participants. Le rapprochement stratégique de l'Azerbaïdjan avec Israël, non officiel mais bien réel, montre que ces processus sont souvent guidés par des intérêts géopolitiques plutôt que par une aspiration universelle à la paix. La tension persistante autour de la question palestinienne et le caractère sélectif de l'application de ces accords jettent un doute sur leur efficacité à long terme. David Genjoyan, Repen Media. La mission d'observation de l'Union européenne en Arménie a mené sa 6000e patrouille le long de la frontière avec l'Azerbaïdjan. Dans un message publié en ligne, la mission a réaffirmé son engagement pour la paix et la stabilité régionale. Je vous rappelle que cette mission déployée en 2023 dans un contexte de tensions persistantes vise à renforcer la sécurité et à rétablir la confiance entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et enfin, un important tour de vie des États-Unis sur sa politique de visa. Le département d'État a annoncé la mise en place d'une nouvelle caution pouvant aller de 5 000 à 15 000 $ pour certains demandeurs de visas touristiques et d'affaires. L'objectif, garantir que les visiteurs quitteront bien le pays à l'expiration de leur visa. Cette somme leur sera restituée une fois qu'ils auront quitté le territoire américain. Donner la parole aux jeunes, leur offrir une plateforme pour s'exprimer, c'est l'une des missions de Reopen Media et c'est tout l'esprit de notre compétition, le duel des mots, qui revient pour une deuxième saison. Pour cette nouvelle édition, l'affrontement oppose deux mondes. D'un côté, leurs futurs juristes de l'université française avec leur logique et leurs arguments affûtés, de l'autre, les artistes de l'Institut de théâtre et de cinéma, maîtres de la parole et de l'émotion. 5 jours de formation intensive de stratégie pour une seule grande finale. Alors, qui a su le mieux convaincre? Le reportage qui suit vous plonge dans les coulisses de cette bataille d'éloquence. Yes, we zijn voor jullie fantastisch correct, mensen. C'est la deuxième saison de l'émission Le Duel des mots et les équipes continuent de se battre pour le titre de la meilleure université de débat. մենք ձեզ հաջողություն ենք մաղթում այսօր, որովհետև դուք ձեր թիմերին պիտի բերեք որվա թեման առաջին իմանալու շատ կարևոր լուրը։
Cette fois, la compétition oppose les étudiants de l'Université française en Arménie et ceux de l'Institut d'État du théâtre et du cinéma d'Erevan. Pendant 5 jours, ils participent à des formations et des débats, accumulant des points pour atteindre la phase finale. Les participants sont unanimes. Un projet de ce format est inédit en Arménie et la réalité a dépassé leurs attentes. Au-delà de l'art du débat, ils y acquièrent de nombreuses compétences essentielles. En réalité, mes attentes étaient bien moindres que ce que j'ai reçu. Je pense que les compétences, les skills et les outils qui nous sont donnés sont idéaux pour notre société en particulier. C'est la base de tout ce sur quoi on peut se concentrer. Si à l'avenir nous décidons de participer à des débats, nous pourrons utiliser toutes ces connaissances pour gagner. La réalité correspond. Je dirais même que la réalité était bien plus que ce à quoi je m'attendais. Les compétences concernaient autant la structuration de l'argumentation, la distinction des étapes, la manière de les présenter, que la façon de rendre son discours plus convaincant et de captiver à la fois l'équipe adverse et le public. Et voici la phase finale du duel, où les équipes débattront d'un sujet très important pour l'Arménie et les Arméniens. C'est avec un état d'esprit de vainqueur qu'ils sont venus démontrer leur savoir, enrichi ces derniers jours, et leur capacité à argumenter pour défendre leur position. Chaque participant est convaincu de la victoire de son équipe. Je pense que l'Institut de théâtre va gagner. Parce que, avant tout, l'éloquence est essentielle pour débattre. Et ça, notre institut peut l'assurer, car notre équipe compte 3 acteurs et 2 réalisateurs. Je pense que nous allons assurément gagner, car nos compétences en argumentation, la majorité de notre équipe est composée de juristes, et apporter des arguments qualitatifs et fondés fait partie de notre métier. En y ajoutant les connaissances acquises ces 5 derniers jours, cela nous aidera à remporter la victoire lors du débat final. Mes attentes ne résident pas dans la victoire, mais dans le processus. J'attends un déroulement intéressant, intense, car en dehors du jeu, nous sommes dans une ambiance amicale, mais dans le jeu, tout change. Je m'attends à ce que nous ayons un débat réussi, un véritable duel verbal, et bien sûr, que nous atteignions la victoire en montrant le meilleur de nous-mêmes. Selon la mentor principale, l'équipe a travaillé très activement avec les équipes pendant 5 jours, développant leurs compétences en débat, en se concentrant sur la maîtrise de la parole, l'écoute active, ainsi que la communication non verbale. L'évaluation se fait selon des critères prédéfinis, tels que le travail d'équipe et la gestion du temps. Leur progression est déjà flagrante, et je pense que le fait que les jeunes aient eu un peu plus de temps pour se préparer pour la finale aura sans aucun doute un effet positif sur la qualité générale. Émission pour savoir comment se sont déroulées ces journées intenses et surtout pour découvrir quelle équipe a remporté la finale. Mary Danielian, Levon Voskanian, Gevork Sianossissian. C'était l'essentiel de l'actualité en ce 5 juillet. Merci d'avoir suivi ReNews, l'édition francophone de Reopen Media. Je suis Hasmi Karakelian et je vous souhaite une très belle soirée. À très vite.